Alors, bon, bah, moi, du coup, c'est Hakim Cashbal, société Atlancad, puis le formateur sur la partie Revit MEP au sein d'Atlancad, en compagnie d'un de mes collègues qui est plutôt dans l'Est de la France, donc Alain Kaufmann. Euh, voilà, donc aujourd'hui, une partie de cette matinée sera dédiée donc, à comment bien débuter un projet ELEC avec Revit. Je vous ai mis d'ailleurs là le petit déroulé de cette petite heure, voire une heure et demie. Je ne sais pas vraiment combien de temps ça va nous prendre. J'espère faire relativement concis, mais je voudrais aussi prendre suffisamment de temps pour que vous puissiez un petit peu comprendre et voir un peu les subtilités. Donc, on va débuter tout simplement par l'insertion d'un fichier Revit sur un projet nouveau. Hein. Donc, on va créer un nouveau projet. Une fois qu'on aura inséré cette maquette, eh ben, on va un petit peu organiser notre arborescence. Hein, donc pour ceux qui connaissent un petit peu Revit, voilà, comprennent de quoi je veux parler. Puis les nouveaux qui découvrent Revit, vous verrez qu'il y a quand même besoin d'un petit réglage en amont pour pouvoir travailler correctement avec Revit. Il y a toute une configuration à mettre en place. Ensuite, on aura la création on va dessiner les chemins de câble. Pardon, on va dessiner les chemins de câble et puis on va leur affecter aussi des couleurs en fonction de ce qui passe dedans, courant fort, courant faible, etc. Vous verrez d'ailleurs que lorsqu'on dessine des chemins de câble, il y a une petite subtilité à prendre en compte que je vous montrerai pour ne pas être embêté lorsque vous tracerez vos chemins de câble avec les raccords. Il y aura ensuite la création de familles 3D. Alors, ça va être intéressant parce que ce sera alors, j'ai décidé de manière arbitraire que ce serait un interrupteur. Mais l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut affecter une symbolique 2D à une famille en fait 3D, avec justement des décalages qui nous permettront d'avoir une meilleure lisibilité de nos objets, sur une vue en plan évidemment. Et puis ensuite, on a l'implantation de famille sur une maquette avec hôte et sans hôte. Alors, on va implanter évidemment la famille sans hôte, c'est celle qu'on aura du coup créée précédemment, dans le point numéro 3. Et puis, je vais prendre en exemple une famille avec hôte. Si jamais vous êtes amené à utiliser ce type de famille et que vous seriez en fait embêté tout simplement parce que l'hôte n'existe pas dans votre projet. Je prends un exemple, vous êtes en maîtrise d'œuvre. On vous envoie une maquette archi dans laquelle il n'y a pas encore la représentation des faux plafonds. Vos équipements, eux, sont équipés avec des hôtes. Et donc, si vous n'avez pas vos faux plafonds, vous n'avez pas vos hôtes et du coup, vous ne pouvez pas fixer vos familles de manière correcte. Donc, je vous donnerai quand même quelques petites astuces pour essayer de pallier à ça. Et malgré tout, voilà, positionnez quand même vos objets. Et puis, on finit par la mise en plan. Ça sera assez rapide, ça aussi. Hein, donc, voilà, comment créer les différents types de plans, comment dupliquer des vues aussi. On pourra voir tout ça. Voilà. Donc, voilà un peu le détail de ce qui nous attend ce matin. Et puis, c'est parti. On va pouvoir, du coup, commencer. Alors, j'ai ouvert, pareil, de manière complètement arbitraire, un Revit 2021, j'aurais pu ouvrir le 2022, 2023, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent des versions assez vieilles, entre guillemets, même si on est à l'aube de la sortie de la version 2024, hein, puisque comme vous savez, les sorties de Revit se font N+1 par rapport à notre année civile, et puis elles sortent en règle générale au printemps. Voilà, donc au printemps 2023, on attend la version Revit 2024. Voilà. Il y a quelques nouveautés, hein, vous verrez sur la version 2023, voilà, qui mériterait aussi un petit webinaire de présentation, mais vous pourrez très facilement sur notre site internet atlancad.fr trouver un blog, un article sur lequel vous allez pouvoir trouver ces nouveautés. Alors, allez, on commence sans plus attendre notre petit webinaire. Donc, comment débuter un projet ELEC avec Revit. Alors là, j'ai ouvert en fait Revit et puis première action que je vais réaliser en fait, c'est de créer un nouveau projet ici. Alors quand on crée un nouveau projet, hein, comme d'habitude, Revit va nous demander de s'appuyer sur un gabarit de travail. Gabarit qu'on va retrouver ici dans la liste menu déroulante. On a plusieurs exemples, d'accord? On a des gabarits de construction, archi, structure, génie clim, système, élec, plomberie, etc. Donc, je dis etc. parce que vous voyez, on peut ici cliquer sur parcourir et retrouver éventuellement
une liste un peu plus importante. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, bah, ça va être ce gabarit plutôt électrique. Voilà. Alors, je le dis pour ceux éventuellement qui ne le savaient pas, on a ici un gabarit qui s'appelle gabarit système. Un gabarit système, c'est le gabarit qui permet de regrouper aussi bien la partie CVC, plomberie et électricité. C'est-à-dire c'est les trois métiers qui sont regroupés dans le gabarit système. Si vous choisissez ici le gabarit élec, eh bien, vous allez pouvoir tracer de manière, on va dire, normale vos chemins de câble, vos fourreaux. En revanche, si vous voulez tracer de la canalisation, de la gaine de ventilation, eh ben, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas parce que les différents raccords qui vous permettront de tracer vos réseaux de manière rapide ne seront pas intégrés dans le gabarit électrique. D'accord. Vous aurez effectivement le bouton qui s'appelle gaine ou le bouton qui s'appelle canalisation, d'accord, parce que ce sont ce qu'on appelle des familles systèmes, hein, donc ce sont des objets qui sont présents dans n'importe quel gabarit que vous utiliserez. Par contre, c'est les raccords qui vous manqueront. D'accord. Un raccord, par exemple, pour du cuivre ou un raccord pour du PVC pression ou même du PVC évacuation ne seront pas en fait présents dans la partie gabarit élec. Voilà, c'est la petite subtilité. Donc, sachez au départ, si vous serez amené à tracer des réseaux autres que élec, partez plutôt sur le gabarit système, qui peut plus, peut moins. Au moins, vous serez sûr de pouvoir tracer tout ce dont vous aurez besoin. Là, dans notre webinaire, on va plutôt là, se concentrer sur la partie électrique. Donc là, je vais cliquer sur mon choix d'un gabarit électrique pour débuter un nouveau projet. Donc, je vais transformer mon fichier en RVT hein, et je vais faire OK. Voilà. Donc, l'ouverture du projet, le voilà. On a du coup à gauche, alors moi je l'ai mis à gauche, hein, mais c'est l'arborescence du projet dans lequel on va retrouver la partie élec et Revit nous impose, entre guillemets, deux sous-disciplines, hein, c'est ce qu'on appelle ici des sous-disciplines, d'accord, et dans lesquelles, à chaque fois, on va retrouver en fait des niveaux, niveau 0, niveau 1, niveau 0, niveau 1. Là, on retrouve une vue 3D dans la partie puissance. Là, on retrouve les élévations, alors que dans la partie éclairage, on retrouve uniquement des plans de plafond. Mais le plus important, on va dire, ce sont ces niveaux-là. Alors, si j'ouvre ici une élévation, on voit que par défaut, ici, on a le niveau 0 et le niveau 1. Encore une fois, ça c'est de manière complètement, on va dire, normale. C'est-à-dire que c'est Revit, dans le gabarit élec, qui impose cette organisation avec un niveau 0 et un niveau 1 qui sont espacés de 4 mètres. OK. Alors maintenant, l'idée, ça va être d'intégrer déjà notre fond de plan. Je récupère une maquette archi, je dois l'intégrer en fait dans mon projet. Donc, je vais tout simplement insérer ici ma maquette. Donc, on va faire insérer, lier Revit, puisque là, le webinaire porte sur Revit. Donc, on aurait pu en plus récupérer un IFC, on aurait pu récupérer aussi un DWG. Donc là, je vais récupérer mon petit fichier. Donc, je me suis préparé un petit répertoire webinaire électrique. Et j'ai ici mon fichier. Alors moi, mon fichier que je récupère de la part de l'archi, il est bien positionné en termes de géoréférencement. Donc, je peux ici le garder en automatique, origine vers origine. Vous avez aussi la possibilité, si vous souhaitez, d'avoir ce qu'on appelle un emplacement partagé. En tant qu'électricien, si vous récupérez une maquette archi, il faut que la personne qui soit à l'origine de la maquette, c'est souvent d'ailleurs l'architecte, il doit géoréférencer sa maquette. On peut avoir une parcelle sur laquelle on peut avoir plusieurs bâtiments. Ces plusieurs bâtiments peuvent avoir une position géographique un petit peu particulière sur cette parcelle. Et donc, chaque bâtiment doit avoir sa position précise. C'est ce qu'on appelle du coup le géoréférencement. Et nous, en tant qu'électriciens, dans ce cas-là, on est plutôt tributaire de l'emplacement référencé par l'architecte. D'accord. Donc, on va plutôt récupérer cette information par le biais de cet emplacement partagé. Moi, dans mon exemple, alors c'est l'objet d'un autre webinaire qu'on a pu faire à l'occasion par mon collègue Antonio Calabrese sur le géoréférencement. D'ailleurs, je vous encourage, si vous avez le temps, de le regarder. Alors, évidemment, pas maintenant. Attendez d'abord la fin de ce webinaire parce que vous l'avez compris. Mais voilà, sachez que vous avez plusieurs webinaires et dont un qui porte sur le géoréférencement. Alors, moi, dans mon exemple ici, je vais partir sur de l'automatique origine vers origine et je vais faire ouvrir. Vous allez avoir ici l'affichage du coup de la maquette. Donc, c'est un immeuble de bureaux
qui lui est composé non pas de 2 étages, mais de 4 étages. Vous voyez, on a le niveau 0 ici et le niveau 4. Ce sont des niveaux ici qui appartiennent à l'architecte. Vous voyez, j'ai beau cliquer sur la ligne, il ne s'active pas parce que mon fond de plan ici est verrouillé. C'est très important de verrouiller son fond de plan, hein, toujours pour ces questions de géoréférencement, pour éviter d'avoir des décalages en fait à un moment donné. Donc là, on va plutôt ici, en bas à droite, là, vous voyez mon petit écran ici. Alors, vous avez un petit maillon avec une croix rouge. Je mets ma souris légèrement à côté pour ne pas être masqué par l'infobulle. Vous voyez ici. Donc, vous avez un petit maillon avec une croix. Ça vous permet en fait de verrouiller le fond de plan en sélection. D'accord? C'est-à-dire que vous avez beau cliquer n'importe où sur le plan, votre fond de plan ne sera pas sélectionnable. Et donc, du coup, vous éviterez de le déplacer ou bien même de le supprimer. D'accord? Je reviendrai aussi tout à l'heure sur un autre type de verrouillage qui est plutôt le verrouillage de déplacement de la maquette. Hein, ça, c'est un autre verrou. Je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite, hein, pourquoi attendre tout à l'heure. Je vais en fait ici enlever mon petit verrou de sélection parce que j'ai quand même besoin dans un premier temps, vous voyez, de poser ma souris sur le fond de plan. On voit qu'on a un cadre bleu qui s'affiche. Je clique dessus et vous allez avoir en fait l'entièreté finalement du fond de plan qui est sélectionné. Et vous allez avoir ici une petite punaise. Cette petite punaise va vous permettre, en fait, ici, grâce à ça, de verrouiller le fond de plan en position. C'est-à-dire qu'il restera systématiquement à cette place. D'accord? Et puis après, pour éviter d'avoir ce fond un peu bleu là qui peut gêner, ça peut être rouge, ça peut être vert, hein, à vous de choisir la couleur que vous souhaitez dans les options. Et je vais juste, en fait, revenir ici dans mon petit maillon en bas à droite. Je clique dessus pour que je puisse, voilà, verrouiller, donc j'appelle ça le verrouillage à double tour, hein, c'est-à-dire qu'on verrouille d'abord en position grâce à la punaise. Je sais que mon fond de plan ne bougera pas. Et je verrouille ensuite en sélection grâce au petit bouton à droite. Alors, on voit que c'est une pure coïncidence que mon niveau 0 de bâtiment et mon niveau 1 soient espacés de 4 mètres. Voilà, ça tombe bien parce qu'en fait, dans mon gabarit, par défaut, c'était 4 mètres. C'est une pure coïncidence. Donc, on voit que on a le niveau 2, niveau 3, niveau 4 qui nous manque. Et bien, tout simplement, on va créer ce qu'on appelle un copier contrôlé. Donc ici, dans l'onglet collaborer, on a un bouton ici qui s'appelle copier contrôler. Donc, je vais sélectionner le lien ici, parce que c'est le fond de plan qui m'intéresse. Je vais poser ma souris sur le fond de plan. Et on voit qu'ici, on a un nouveau ruban qui s'affiche. Et je vais tout simplement copier les niveaux qui me manquent. Alors, le niveau 0 et le niveau 1 sont déjà présents dans mon arborescence. Par contre, le niveau 2, excusez-moi, je vais cocher la case multiple ici pour pouvoir faire une fenêtre de sélection. Et ensuite, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4, je vais les sélectionner. Vous voyez, hop, ils sont sélectionnés. Et je vais pouvoir terminer avec le petit bouton. Attention à bien cliquer sur ce terminer-là et pas ce terminer-là. Attention, hein, si vous cliquez sur ce terminer-là, votre action, en fait, c'est comme si vous la finissiez avant même de l'avoir finalisée. D'accord? Donc, attention ici, je termine ici avec le petit bouton. Hop. Et vous allez voir que, en fait, Revit va pouvoir me récupérer ici les niveaux de mon architecte. Voilà. Et le gros avantage de faire ça, c'est de regarder d'un côté, j'ai l'architecte qui a travaillé à 2 chiffres après la virgule, 14,72 mètres, 11,97 mètres. Et bien, regardez, en fait, grâce à cette manipulation, et ben, mes niveaux, si je les transforme en millimètres, parce que moi, mon projet, en fait, j'ai travaillé en millimètres, il est en réalité à 11 965 et 14 715. Vous voyez, ça fait 5 mm d'écart, ce n'est pas grand-chose. Mais quand même, vous voyez, si on veut être cohérent avec les éléments qu'on reçoit de la part des autres participants au projet, il faut être carré. Donc voilà, ce copier-contrôler, non seulement m'a permis de copier les niveaux qui me manquaient, mais aussi de récupérer leur altimétrie avec une précision extrêmement importante. Alors, ensuite, on voit que dans l'arborescence, nos niveaux ne sont toujours pas existants. On a toujours le niveau 0, niveau 1, niveau 0, niveau 1. J'ai pourtant le niveau 2, 3 et 4. Et c'est l'action qui suit qu'on va du coup devoir faire, parce que je vais du coup faire échappe. Voilà. Je reviens ici à mon ruban, et là, je viens ici tout simplement terminer, cette fois-ci avec le gros bouton. D'accord? Il ne faut pas que je le fasse avant, il faut que je le fasse maintenant. Voilà. Et donc, du coup, on remarque une chose aussi qui peut aussi être importante, la couleur des cibles. Vous voyez qu'ici, on a des cibles qui sont de couleur noire, et ici, on a des cibles de couleur bleue. Si les cibles sont de couleur bleue, ça sous-entend que les niveaux, 0, niveau 1 en l'occurrence, sont bien intégrés dans l'arborescence, quelque part dans l'arborescence. S'ils sont en noir,
C'est-à-dire que les niveaux existent effectivement sur la maquette, mais qu'en aucun cas, ils sont intégrés pour l'instant dans l'arborescence. Donc, pour les intégrer dans l'arborescence, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Vue, ici. Voilà, Vue. Ensuite, on a le bouton Vue en plan. Là. Et ensuite, on a le bouton Plan d'étage. Tac, plan d'étage. Et on retrouve ici le niveau 2, 3, 4. 2, 3, 4. Il suffit de les sélectionner. Tac. Donc, j'ai fait Mage pour les sélectionner tous les trois d'un coup. Et je fais OK, tout simplement. Et on a ici, vous voyez, dans notre partie puissance, là, nos niveaux 0, 1, 2, 3, 4. Alors, ils sont venus se greffer uniquement dans la partie puissance et pas dans la partie éclairage. Ça, on va le voir juste après. Parce que comme je vous disais, en fait, dans notre déroulé, on va avoir ici la possibilité de créer les types de plans courant fort et courant faible. Donc, au final, cette notion de éclairage ici et puissance, on va les remplacer tout à l'heure. Alors, on voit qu'en plus, lorsque j'ai récupéré mes niveaux, il s'est positionné sur une vue. C'est la vue du niveau 4, ici. On l'a en gras, vous voyez, niveau 4. On retrouve ici le niveau 4. Si je me balade, niveau 0, donc je double-clique dedans. Ça, c'est important de bien double-cliquer dans la vue, dans l'arborescence, pour avoir ici visuellement le plan cohérent avec ce que vous avez cliqué, et puis aussi avoir des propriétés qui vont avec. Voilà, ça paraît un petit peu logique ce que je dis, mais en fait, regardez, si jamais vous cliquez sur niveau 1, en fait, vous avez l'impression que vous êtes sur le niveau 1 parce que le niveau 1 est en surbrillance, alors que le niveau ici qui est visible, c'est le niveau 0 ici. Alors que dans les propriétés, ce sont les propriétés du niveau 1. Donc, en gros, vous avez des paramètres ici, des renseignements qui n'ont aucun lien avec la vue ici qui se trouve là. D'accord? Donc, il faut bien double-cliquer ici pour avoir une cohérence. Il faut vraiment que la ligne ici soit grasse, ici, il faut que ce soit écrit en gras, pour avoir ici le niveau 1, alimentation, pourquoi pas. La vue ici, qui est bien mon niveau 1, alimentation. Et ici, mes propriétés, je le vois ici avec le titre, niveau 1, alimentation. Donc, voilà. Faites bien gaffe à ça. Des fois, on peut se faire avoir juste en mettant un clic et en pensant qu'on est en train de lire les bonnes infos, alors que pas du tout. Voilà. Faites bien un double clic et assurez-vous d'avoir la ligne en gras. Alors maintenant, pour créer ces fameux types de plans, courant fort et courant faible, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important dans l'esprit de Revit, c'est les gabarits de vue. Sur AutoCAD, on avait un peu le même, on va dire la même philosophie, c'était plutôt la gestion d'affiches, de geler ou de dégeler certains calques. Vous voyez, quand on décidait de geler un calque, ça sous-entendait que c'était une partie du plan que je ne souhaitais pas voir dans mon espace de travail à l'instant T. Eh bien, Revit fonctionne un peu pareil, sauf qu'on ne fonctionne pas forcément avec des calques, mais on fonctionne directement avec des catégories d'objets. C'est-à-dire que dans Revit, en réalité, on n'a pas de calque qui s'appellerait courant fort ou courant faible, mais on a en revanche les objets qui peuvent être assimilés à du courant fort ou à du courant faible. Vous voyez, si je prends par exemple une prise de courant, une PC normale, elle sera affectée évidemment à du courant fort. Et c'est moi qui choisira de l'affecter au courant fort. Si je prends une prise RJ45, celle-ci sera du coup affectée à du courant faible. C'est moi, encore une fois, qui aura choisi dans quel type de plan l'objet en question sera mis en référence. D'accord? Alors, on va changer. Alors, on va créer ça tout de suite, si vous voulez bien, par le fameux biais de ces gabarits de vue. Alors, on va ici, dans l'onglet, toujours dans l'onglet vue, vous voyez ici dans l'onglet vue, on a ici ce qu'on appelle des gabarits de vue. Donc, si je clique sur gabarits de vue, vous allez pouvoir ici gérer les gabarits de vue. Donc, si je clique sur gérer les gabarits de vue, on va retrouver ici avec une liste des gabarits qui étaient présents par défaut dans le gabarit électricité. Et là, on remarque bien qu'on n'a ni du courant fort, ni du courant faible, on n'a pas de VDI, on n'a pas de SSI, on n'a pas non plus de, je sais pas, de gabarit qui nous permettrait de localiser mes éclairages de sécurité. Enfin voilà, tous ces éléments-là manquent. Donc, je vais les créer. Alors, pour les créer, je vais m'appuyer sur le gabarit plan ELEC. On va dire que c'est le cousin, entre guillemets, le plus proche. Hein. Et puis ici, vous avez le bouton dupliquer. Alors, pourquoi je m'appuie
sur le gabarit le plus proche, tout simplement, vous voyez qu'en fait, avec les petits pictogrammes ici, je n'ai malheureusement pas la possibilité de créer un nouveau gabarit. D'accord? Je suis obligé, pour faire un nouveau gabarit, de dupliquer un gabarit existant. D'accord? Pas le choix. Donc, je prends un gabarit existant, en l'occurrence le plan électrique, je le duplique ici, tac, et je lui donne un nom. Donc là, par exemple, je vais appeler ça, c'est mon plan courant fort. Courant fort. Et en faisant OK, vous allez voir que du coup, hop, j'ai bien mon plan courant fort qui est venu se glisser là. Et il va falloir que je le paramètre. Alors attention, hein, je dis toujours ça en formation, quand vous voyez ce tableau-là, il peut faire peur. Voilà, il y a plein de boutons, il y a plein de cases, voilà, comment je vais m'en tirer. Non, rassurez-vous, je vais essayer de le démystifier au maximum. Et donc, dans ce tableau-là, déjà, on a ce qu'on appelle un paramètre de sous-discipline. Ce paramètre-là, il est extrêmement important. Vous voyez, ce paramètre de sous-discipline. Pourquoi? Pas tout simplement parce que c'est ce terme-là, en l'occurrence, ici, c'est écrit puissance, mais on va le modifier. C'est ce terme-là qui est repris dans l'arborescence. D'accord? C'est écrit ici puissance, donc ça sera écrit puissance ici, dans mon arborescence. Donc si sur mon plan CFO, moi ce que je veux, c'est plutôt une sous-discipline, plan CFO, je vais l'appeler plan CFO, parce que j'ai besoin que ce terme de plan CFO, là, soit inscrit dans mon arborescence, et pour que je puisse tout de suite, au premier coup d'œil, voir où sont les plans qui concernent les plans courants forts. D'accord? Donc là, j'ai ici la première action à réaliser. Ensuite, je vais revenir ici sur le bouton qui s'appelle modèle des remplacements VG, VG comme visibilité graphisme. J'ai ici un bouton modifier sur lequel je vais cliquer. Et les fameux calques qu'on pourrait avoir sur AutoCAD, ils sont ici, on va dire, traduits par des catégories d'objets. Et donc, on a ici une liste qui est imposée par Revit. D'accord? Cette liste-là, elle n'est pas modifiable. Vous ne pouvez pas changer des termes. Vous êtes obligé en fait, de vous appuyer sur cette liste-là. Et du coup, on va tout simplement enlever, parce que je rappelle qu'on est sur un plan ici, vous voyez, plan courant fort. D'accord? Je vais tout simplement enlever les catégories d'objets. Alors, je vais ici réduire pour ne garder que les lecs. Voilà. Donc, je disais, pour la partie courant fort, je vais enlever tout ce qui n'est pas en lien avec le courant fort. Donc, par exemple, ici, j'ai une catégorie qui s'appelle appareil d'appel malade. Je vais l'enlever. Communication, je vais l'enlever. Téléphonique, je vais l'enlever. Fabrication MEP, ça, c'est un outil qui permet de travailler avec un autre logiciel de la gamme Autodesk qui s'appelle CADMEP et STMEP, qui sont un petit peu différents. Donc là, pour l'instant, je n'en parle pas, je vais les enlever. Les chemins de câble, je vais les garder quand même. C'est des chemins de câble courant fort, ça peut servir. Les conduits, il faut savoir que les conduits, c'est la traduction de fourreau. D'accord? Donc vous verrez que dans les nouvelles versions, à partir de 2021, je crois, 2021-2022, ça s'appelle désormais fourreau. Ça ne s'appelle plus conduit. Donc on va les garder. Les dispositifs d'alarme incendie, je peux les enlever. Les dispositifs d'éclairage, oui, je vais les garder. Les dispositifs d'éclairage, attention, ce n'est pas les luminaires, c'est les interrupteurs. Voilà, attention à la petite confusion qu'il pourrait y avoir. Donc, dispositifs d'éclairage, c'est les interrupteurs. Les dispositifs de données, ce sont les prises RJ. Les dispositifs de sécurité, c'est tout ce qui peut être contrôle d'accès. Lecteur de badge, ça peut être aussi caméra de vidéosurveillance, enfin, ça peut être aussi platine d'accès à un immeuble. Voilà, c'est tous ces éléments-là. On est plutôt sur du faible. Éléments de détail, vous allez voir qu'on peut laisser, ça c'est de la 2D. Les équipements électriques, ce sont les tableaux, je vais les garder. Les espaces, vous allez voir, c'est intéressant, on va les garder. Hein. Les espaces, c'est plutôt en fait des espaces, on peut les assimiler un peu à des pièces, d'accord? Les locaux, enfin, un local. Les fils, oui, si je veux les raccorder. Les installations électriques, ce sont les prises de courant. Donc les lignes, si j'ai besoin de tracer de la ligne. Les luminaires, je peux laisser luminaire. Modèle générique, vous verrez que c'est des fois intéressant de les garder, notamment pour les réservations ou autres. Les pièces, alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre pièces et espace? Tout simplement, pièce, c'est le côté architectural du local, c'est-à-dire la surface, son revêtement de sol, son revêtement mural, etc. Alors que l'espace, c'est plutôt le côté pièce, mais plutôt technique. On va avoir un taux de renouvellement d'air, un taux d'occupation dans la pièce, on va avoir aussi un niveau d'éclairement en luxe, on peut avoir aussi une puissance de chauffage nécessaire, une puissance de rafraîchissement nécessaire. Tout ça, ce sont dans les espaces, qu'on appelle en fait des espaces HVAC ou des espaces en fait CVC. Les raccords de chemin de câble, évidemment, on garde. Raccords de conduit, on garde. Les surfaces, ça peut être intéressant. Et les tirants de fabrication même, c'est au même titre que les cheminements de fabrication. On peut enlever. Donc voilà, ça, c'est le premier job, en fait. On fait notre tri. Okay. Une fois qu'on a fait notre tri par rapport aux objets qu'on souhaitait garder, toujours dans le cadre du courant fort, et on va passer ici à la catégorie d'annotation. Alors là, on ne s'embête pas. Moi, j'ai l'habitude de
toujours tout coché. Voilà, je ne m'embête pas parce que si j'ai besoin de faire une étiquette d'objet, eh ben, si je ne l'avais pas, je ne l'avais pas, tout simplement. Hein, je ne vais pas l'intégrer si j'en ai pas besoin. Les cotes, j'en ai quand même besoin. Les coupes, j'en ai peut-être besoin aussi. Les différentes étiquettes, comme je vous disais, faire des nuages de révision, etc. Donc tout ça, en règle générale, moi, je garde. Il peut m'arriver certaines fois d'enlever la case coupe quand j'ai besoin de faire un plan d'impression, un plan de livrable. Vous savez, parce que les coupes avec Revit, c'est bien le côté intéressant de l'outil, c'est de pouvoir multiplier les coupes à n'importe quel endroit du plan. Et ça peut vite être un peu, en termes de lisibilité, si on doit imprimer le plan et qu'on a des traits de coupe un peu partout, ça peut être un peu galère à lire. Donc, du coup, on va plutôt décocher cette case coupe lorsqu'on est plutôt en mode livrable. Quand on est en mode plutôt travail, on peut garder en fait cette partie-là. Ensuite, catégorie de modèle éthique, RAS, hein, on est en mode électrique, donc on n'a pas de côté analytique. Les catégories importées, c'est toutes les familles que vous allez pouvoir à un moment donné récupérer. Ça peut être aussi du DWG, des fois on peut récupérer du DWG 3D. Donc ça, c'est une case qu'il faut systématiquement aussi laisser cocher, impérativement. Voilà, vous la laissez cocher. Les filtres, et bien ça, on va en parler juste après. Et puis enfin, le fond de plan, évidemment, il faut laisser la case cocher. Et donc, tout simplement, le fait d'avoir fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 onglets, en fait, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lignes. Voilà, vous voyez. Donc, en fait, juste en cliquant sur le premier, en fait, j'ai traité en fait, tous ces boutons-là. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux appliquer. J'aime bien faire appliquer OK. Et puis ensuite, on a, alors ça, après pour le reste, je n'ai pas forcément besoin de le modifier pour l'instant, mais on a ici une case qu'il va falloir retravailler parce que ces cases-là, en fait, vont vous permettre de bloquer le réglage sur tous les niveaux de votre bâtiment. Exemple, vous avez ici, quand on a fait le petit exercice tout à l'heure, on a mis le niveau 0, 1, 2, 3 et 4. Mais imaginons que vous souhaitiez avoir au niveau 0 l'échelle au centième. D'accord? Et puis après, au niveau 1, une échelle au cinquantième. Voilà, ça peut arriver. Je veux du centième au rez-de-chaussée, du cinquantième au niveau supérieur. Eh bien, si la case ici est cochée en face l'échelle de la vue, ça sous-entend que l'ensemble de mon bâtiment ici, de mes niveaux, auront comme échelle du 1 centième. Je n'aurai pas la possibilité de changer cette échelle-là. Vous voyez? Parce que quand je me mets à peu près comme ça, on voit que dans les propriétés ici de la vue, on retrouve grosso modo les mêmes infos qu'ici. Échelle de la vue, afficher le modèle, niveau de détail, on les retrouve ici, vous voyez? Donc, si jamais vous avez une information dans ce panneau-là qui devient grisé, si elle est grisée, ça sous-entend que la case ici est cochée. D'accord? Donc, si je ne veux pas être bloqué par rapport à certains paramètres, eh bien, je vais les décocher. Alors, moi, j'ai l'habitude de décocher la case qui concerne l'échelle. Je vais pouvoir jouer sur l'échelle. Je veux pouvoir aussi jouer sur le niveau de détail. Ici, ça permet de passer de faible, moyen ou élevé. Je rappelle, faible, c'est du filaire. Moyen, c'est du filaire sans trait d'axe. Et l'élevé, c'est souvent du bifilaire avec trait d'axe. Donc, voilà. Donc, je vais pouvoir des fois jouer sur le rendu. Niveau de détail, c'est bon. On a aussi un autre qui s'appelle affichage de modèle. Ici, je vais décocher cette case. Affichage de modèle, c'est ce petit bouton en bas, là, le petit cube. Il permet de passer de ligne cachée à ligne filaire, couleur uniforme, ombrée. Vous voyez cette possibilité de passer d'un rendu à un autre. C'est cette case-là, affichage de modèle. Et puis, on termine par la plage de la vue. Voilà, la plage de la vue. Donc ça, j'y reviendrai rapidement. Alors, je fais OK. Voilà. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à retourner dans la partie vue, ici, vue en plan, plan d'étage. Voilà. Et là, hop, j'ai plus mes niveaux. Bah oui, je les ai tous intégrés à un moment donné. Bon, c'est pas grave, parce que ici, je vais d'abord devoir chercher mon fameux gabarit que je viens de créer. Donc, je fais modifier le type, et on voit que par défaut, c'est toujours resté sur plan électrique. Ça, c'est le premier réglage. Donc, je clique dessus, et maintenant, je vais pouvoir aller chercher mon fameux plan CFO, avec les réglages que je lui ai du coup affectés. On se souvient que j'ai mis dans la sous-discipline ici, plan CFO, pour retrouver cette information-là dans mon arborescence. Allez, j'applique, je fais OK, j'ai bien mon CFO ici, j'applique et OK. J'ai toujours pas mes plans, c'est normal parce qu'ici, je dois les décocher. Tac, je retrouve ici mes niveaux 0, 1, 2, 3, 4. Et j'ai plus qu'à les sélectionner, toujours avec la touche CTRL ou la touche Maj. Hein. Hop, on les chope tout d'un coup. Et je fais OK. Et là, on a bien ici notre petite ligne plan CFO, plan d'étage. Et j'ai mes niveaux ici, niveau 0, niveau 1. Alors, on a des petits 1 qui sont créés parce qu'en fait, ils existaient déjà ici.
Donc là, je fais F2 pour renommer, et tout simplement, espace, tiret, et je l'appelle CFO. Et comme je suis un peu feignant, hop, je prends ça, CTRL-C, je me mets là. Et là, attention au message qui vous indique. Là, il faut que vous mettiez non, parce que sinon, il va vous renommer les niveaux ici. Vous savez, les niveaux qu'on avait dans l'élévation. On avait niveau 0, 1, 2, 3, 4. C'est la vue qui nous a permis en fait, de récupérer le copier-contrôler. Donc, si vous changez le nom dans la vue, il va aller changer le nom dans l'élévation. Donc là, il faut mettre non. Hein. Voilà. Pareil pour le niveau 1, je fais F2, F2, CTRL-V, tac, je le mets non aussi. Et vous allez voir que là, en fait, au niveau 2, il ne va pas me reposer la question. Il ne va pas me la poser parce qu'en fait, le nom du niveau et le nom de la vue est différent. Vous voyez ici, il s'appelle niveau 3 avec un petit parenthèse 1, alors que ici, dans mon élévation, je vais vous montrer ça tout de suite, dans mon élévation, ici, il s'appelle niveau 3 tout court. Vous voyez, entre niveau 3 ici et niveau 3, entre parenthèses 1, c'est pas pareil. Donc, il ne me propose pas, là, dans ces cas-là, de modifier le nom du niveau. Voilà. Il me l'a proposé uniquement sur les 2 premiers niveaux parce qu'il a estimé que ça portait le même nom. Allez, voilà. Donc là, vous voyez, on a ici, je reviens ici, mon niveau CFO, mon niveau 0 CFO. D'accord? Alors après, si je veux faire pareil pour le CFA, eh ben, je retourne encore une fois dans le gabarit de vue, hein, ici. Donc toujours dans vue, ici, et gabarit de vue. Je gère les gabarits de vue. Je vais aller prendre tout simplement mon plan CFO que je vais dupliquer. Je l'appelle plan CFA. Ah, plan courant faible, ici. Ici, tout de suite, je mets dans la sous-discipline plan CFA. D'accord? Et puis ici, dans le modèle des remplacements, je vais tout simplement cocher ce que je n'avais pas coché. Les chemins de câble, je vais les garder. Les conduits, je vais les garder. Dispositifs d'éclairage, je vais les enlever. Hop, hop. Donc, vous voyez, en fait, alors, les équipements électriques, les baies informatiques, les centrales SSI peuvent m'intéresser, donc je peux les garder. D'accord? Les installations électriques, ça c'est les prises, je les enlève. Les luminaires, j'en veux pas. Et voilà. Et pareil, donc vous voyez ça, je coche tout. Ça, j'ai rien à cocher. Ça, je maîtrise, je maintiens ici la case cochée. Les fils, j'ai dit que je reviendrai. Et le lien Revit, on garde ici la case cochée. J'applique, je fais OK. Voilà. Je refais à nouveau ici OK. Voilà. Et puis encore une fois, vue en plan, plan d'étage, modifier le type, et je vais tout simplement remplacer mon plan CFO par mon plan CFA, ici. J'applique, et OK. Appliquer, OK. Je décoche ma petite case ici, et je sélectionne mes 4 étages, paf, et OK. Et ici, on retrouve mon petit plan CFA, ici, avec mes niveaux. Et rebelote, ici, je renomme, CTRL-V. CFA. Hop. CTRL-C. Donc là, pareil, il me redemande si je veux changer le nom, je lui dis non, hein, parce que le niveau 1 de mon plan et le niveau 1 de mon élévation, je ne veux pas qu'il change de nom. Là, c'est pareil. Et puis à partir du niveau 2, il ne me propose plus la question parce que j'ai le petit 1 qui me permet de différencier les différents noms de niveau. Alors, on peut faire ça en fait pour n'importe quel type de plan. Hein. Si je voulais, par exemple, mettre mon SSI, mon VDI, mon plan de réservation, un plan de réseau extérieur, enfin voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. C'est juste que dans la sous-discipline, pensez bien à renseigner cette information qui est en lien en fait avec vos types de plans. D'accord? Là, dans mon exemple, c'est parce que le champ d'action, c'est la sous-discipline. D'accord? Mais vous pourriez très bien avoir des projets où ça peut être différent. En fait, il faut tout simplement avoir le petit réflexe ici dans l'onglet Vue, ici, discipline, faire un clic droit et d'aller voir dans l'organisation de l'arborescence. Vous allez voir en fait pourquoi en fait, moi j'utilise la sous-discipline. C'est tout simplement ici, quand je fais édition et je fais regroupement et tri, et bien regardez ici, là, l'organisation se fait par le biais de la discipline ici, ce qu'on appelle la discipline, le côté élec, et en dessous, la sous-discipline. Vous voyez, donc là, électrique, et après ça passe en plan CFA ou en plan CFO. Vous voyez, puissance et éclairage sont aussi des sous-disciplines. Voilà. J'en profite d'ailleurs ici, regardez, il y a une chose qui est très importante quand on commence un projet Revit. Ici, le tri de vos vues. Moi, c'est niveau 0, 1, 2, 3, 4. C'est trié par le nom de la vue. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. En fait, il faut ne pas se mettre en nom de la vue, il faut se mettre absolument en niveau associé. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, vous pourriez avoir des niveaux
intermédiaire entre un niveau 0 et un niveau 1, ou entre un niveau 2 et un niveau 3, qui porterait un nom un peu particulier. Par exemple, niveau plateforme technique, niveau mezzanine, niveau sous-sol, par exemple. On peut avoir ces choses comme ça. Eh ben, si vous mettez le nom de la vue, il va vous faire un classement par ordre alphabétique. Et ce ne sera pas bon parce que du coup, vous allez avoir peut-être niveau 1, 2, 3, 4, et puis après le sous-sol. Vous voyez, il va d'abord vous mettre les numéros, puis ensuite, il va vous mettre les lettres. Donc, c'est pas bon, vous allez avoir le sous-sol après le niveau 4. Donc, attention. Vous pourriez aussi, si je vous dis, vous avez le niveau plateforme technique entre le niveau 2 et le niveau 3, eh ben, il va peut-être se glisser, ce niveau plateforme technique, après le niveau 4. Donc, attention à ça. Mettez-vous bien ici dans niveau associé, ça c'est méga important. Mettez-vous en niveau associé, comme ça, si vous rajoutez le trait de niveau entre le niveau 2 et le niveau 3, quel que soit son nom, il peut s'appeler comme vous voulez, eh ben, il va automatiquement glisser ce nouveau niveau que vous rajoutez au bon endroit dans l'arborescence. D'accord? Donc, ça, c'est important. Faites-le parce que par défaut, il reste en niveau, il reste en nom de la vue, et du coup, c'est par ordre alphabétique, c'est pas terrible. Voilà. Donc, allez, je fais OK, j'applique. Et donc, oui, donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que si jamais vous avez un autre paramètre ici, vous voyez, vous pouvez avoir plein d'autres paramètres, et ben, c'est ces paramètres-là qu'il va falloir que vous veniez en fait changer dans les propriétés. D'accord? Allez, je fais OK, appliquer OK. Et donc, voilà, en fait, ce que je voulais vous montrer dans un premier temps, l'insertion d'un fond plan et la création des types de plans. Alors maintenant, ce que je voulais aussi vous montrer, des choses importantes, c'est le tracé des chemins de câbles. Parce que j'ai remarqué aussi que par défaut, il y a des petites choses qui peuvent en fait vous embêter sur le tracé des chemins de câbles. Regardez, je vais cliquer ici sur l'onglet Système et je vais sélectionner ici un chemin de câble. Voilà. Ce chemin de câble, il a une certaine largeur, donc 300, et je vais mettre ici un 50. 300 par 50, avec une altimétrie. Je vais mettre par exemple, allez, je vais essayer de mettre 75. Et je vais tirer ici. Alors, je suis peut-être un peu haut. On va mettre avec 2,50 m. Est-ce qu'il va vouloir? Je ne suis pas encore trop, je suis trop haut. À mon avis, c'est que ma plage de vue elle est limitée à 2,30 m, je crois. Voilà. Moi, je vais juste passer ici en mode élevé pour que vous puissiez voir plus facilement. Voilà. C'est 2000. On met 2000, voilà. Voilà. Alors, regardez, si je trace ici un chemin de câble et qu'arrivé là, je crée un coude, même un double coude, comme ça, le problème qui se pose, c'est qu'on a des rayons ici qui sont extrêmement importants. Voilà. Et ça peut être vraiment, ça peut être galère parce que si en plus, alors je vais en profiter pour changer ma plage de la vue ici pour avoir quelque chose de plus propre. Ouais, je vais mettre 4 mètres. Donc ici, hop, imaginons qu'on commence à 2 mètres, voilà, et qu'après je monte à 2 mètres 100, 2 mètres 10. Ah, peut-être un peu au-dessus, parce que vous voyez, 2 mètres 10, il n'a pas aimé. Vous voyez, j'ai le petit panneau là qui me l'interdisait. Voilà, là, j'ai mis mon petit coude et je reviens ici à 2 mètres. Voilà. Et puis, la petite astuce aussi, si certains le savaient, tant mieux. Pour les autres, c'est la petite astuce. Ici, je clique là et je viens tout de suite changer la hauteur. Je mets par exemple 10 mètres, 10 000. Allez, je fais appliquer 2 fois ici. Vous voyez, je clique 1 fois, 2 fois. Paf. Et j'ai ma colonne ici qui remonte. Voilà. Ce qui nous donne en fait en 3D. Hop. Si je veux bien, si j'arrive à choper tout. Voilà, tac. Ce qui nous donne en 3D le petit bouton magique ici. Voilà, ma petite colonne. Qui c'est? Alors tiens, on me demande souvent des fois comment on fait pour gérer en fait l'orbite quand on tourne. Souvent, cliquez sur un élément, voilà, en question, et puis comme ça, vous allez pouvoir tourner autour de l'élément. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, on voit bien que ici, hop, on remonte. Ah, j'ai les gros traits là, c'est pas très beau. Ici, je vais pouvoir gérer leur épaisseur de ligne. Je vais passer en ligne fine. Clac. Voilà, c'est beaucoup plus beau. Voilà. Donc là, on a bien ici, hop, notre coude, et puis on a ici, voilà, notre dévoiement. Alors, ce que je disais, en fait, c'est que ces raccords, en fait, ils sont beaucoup trop grands. Ils sont trop grands parce qu'en fait, ils ont un rayon de courbure qui est en lien avec la largeur du chemin de câble, et on a un coefficient multiplicateur de 1. Vous voyez, quand je clique ici sur un chemin de câble, on retrouve ici, dans modifier le type, un multiplicateur de rayon de courbure. On voit que c'est écrit 1 ici. Eh bien, si je lui dis, en fait, je ne veux pas 1, moi, mais je veux 0,01. Moi, je voudrais diviser par 100, par exemple, mon rayon de courbure. Eh bien, regardez maintenant, quand je refais un chemin de câble, eh bien, imaginons que je reparte. Alors, on va remettre ici 2000. Voilà. Arrivé là. Et là, regardez la différence, ici. Vous voyez?
Si je reprends la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, j'étais à combien? J'étais à 2000 et ici à 2200. Donc, si je reprends ici mon départ à 2000, j'arrive là et je dis, bah, là, je voudrais passer à 2100. Il ne veut pas. Si je passe à 2100, je mets 2000, ah oui, c'était 2200. 2200, voilà, jusque-là. Tac, je me remets à 2000. Voilà. Et bien, regardez la différence. Si je sélectionne maintenant cet ensemble-là et je regarde en 3D, vous voyez, en fait, ici, on a des rayons de courbure qui sont beaucoup plus importants. D'accord? Alors que là, vous voyez, on est quand même beaucoup plus petit. C'est-à-dire que si je prends ce chemin de câble là et que je décide de le changer à, par exemple, alors je vais mettre 2150, on va voir si ça peut marcher. Ouais, là, ça fonctionne. Si je mets 2100, est-ce qu'il va aimer? Non, je suis un peu trop juste. Donc voilà, par exemple, 2150, il a accepté. Maintenant, si je prends ce chemin de câble et que je le passe, lui, à 2150, ouais, lui, il ne veut pas. Vous voyez, parce que le rayon de courbure étant trop important, eh ben, il me l'interdit. Donc, cette notion de rayon de courbure, elle est importante. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous êtes dans une densité de faux plafond, il y a plein de trucs à faire passer, et que vous dites, voilà, mais moi, avec les raccords que me propose Revit, c'est impossible, j'y arrive pas, eh ben, pensez à bien changer ce qu'on appelle ici le multiplicateur de rayon de courbure. D'accord? Et je crois même que j'aurais pu peut-être mettre moins. Non, c'est bon. Non, j'aurais pas pu mettre moins de toute façon. D'accord? Donc voilà, ça c'est important. Pensez-y. Et puis si vous dites, ah bah ouais, mais c'est gentil d'avoir l'info maintenant, comment je fais moi avec mes anciens projets ou le projet que j'ai en cours, eh ben, pas de panique. Regardez, le fait d'avoir changé ici dans les propriétés le rayon de courbure, on est bien sur un raccord qui s'appelle chemin de câble avec raccord. Bon, bah, du coup, je reprends celui-là qui a la même typologie. Donc, je fais tabulation pour tout sélectionner. Hop, je clique. Et là, regardez, petit bouton, réappliquer le type. En fait, je réactualise. C'est-à-dire que j'ai changé la valeur. OK, à un moment donné. Et ben, si je veux que ce soit réimpacté sur les précédents, je réactualise. Et là, paf, vous voyez, là, on est bon. Pareil pour mon petit dévoiement ici. Je refais ça. Je clique. Je réactualise, je réapplique le type. Et voilà. Et là, vous voyez, on voit bien que du coup, on a beaucoup plus d'espace pour faire notre petit dévoiement. Donc là où tout à l'heure, ce n'était pas possible, voilà, et bien vous voyez, j'ai beaucoup plus d'espace. Et là où tout à l'heure, je ne pouvais pas passer à 2150, et bien là, normalement, il n'y a pas de problème. Je peux passer à 2150. Je peux même passer encore moins. Vous voyez, je peux même mettre 2100 ici. Voilà. Donc vous voyez, là, je peux du coup réduire, passer de 2000 à 2100, là où tout à l'heure, ce n'était pas possible. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Faites-le bien en amont et du coup, intégrez-le dans votre gabarit pour vraiment pas que vous soyez embêté lorsque vous tracerez vos réseaux. D'accord? Il y a un autre truc qui est pas mal. Vous voyez, si je prends un nouveau chemin de câble, mais que cette fois-ci, je prends une échelle à câble, ici, je trace ici une échelle à câble, comme ça, et que je me dis, ah, mais non, ce n'était pas ce que je voulais dessiner. C'était plutôt un chemin de câble classique. Et bien pareil, hein, vous voyez, vous sélectionnez ici votre tabulation, vous prenez tout. Et là, vous avez non pas à réappliquer le type, mais changer le type. Voilà. Vous cliquez sur changer le type et vous dites, bah, ce n'est pas un chemin à câble, c'est plutôt ici que je veux, chemin de câble à base pleine. Paf. D'accord? Et donc celui-là que j'avais changé, c'était goulotte à câble. Donc je me suis trompé, ce n'était pas bon. Hop, je refais ça. Changer le type et je prends ici ma goulotte à câble. Paf. Et là, j'ai bien, vous voyez, mes petits raccords, etc. Donc ça, c'est top parce que si vous récupérez de la part d'un fabricant, je parle par exemple de chez Legrand, vous récupérez du câble au fil, vous avez tracé tout votre réseau. Je me mets à la place d'une entreprise, par exemple, qui répond à un appel d'offres, elle récupère les plans d'appel d'offres du bureau d'études. Le bureau d'études, lui, il a tracé des chemins de câble de manière plutôt générique. Il ne s'est pas trop, s'est pas trop intéressé à la marque ni au modèle. Il a mis un chemin de câble classique. Vous, derrière, vous récupérez en tant qu'entreprise les plans d'appel d'offres, vous devez faire vos exécutions, vous récupérez du coup ce qui a été déjà dessiné, sauf que vous mettez absolument du câble au fil. Et bien, vous voyez, vous téléchargez les éléments câble au fil, vous créez votre système de chemin de câble au fil, et puis vous faites réappliquer le type, et puis après, c'est réglé. D'accord? Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer. Et puis, toujours dans cette notion de chemin de câble, hein, la couleur des chemins de câble qu'on peut associer. Ben, regardez, si je sélectionne ici l'ensemble de ce chemin de câble-là, j'ai un paramètre ici qui s'appelle type de service. Et du coup, je peux l'appeler par exemple celui-là
courant fort. Et par exemple, celui-là, courant faible. Voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à passer, par exemple, sur le plan courant fort. Je reviens ici sur mon gabarit de vue, ici, OK, courant fort. Je vais chercher le premier bouton modifier. Je clique ici sur le bouton filtre. OK, filtre. Et puis après, j'ajoute, en fait, je vais créer un nouveau filtre. Et je vais dire qu'en fait, le filtre que je crée s'appelle courant faible. Parce que je suis sur un plan de courant fort. Je vous rappelle ici, vous voyez, j'étais sur le plan courant fort ici. Donc moi, ce que je veux, c'est ne pas avoir mes courants faibles, mes chemins de câble courant faible sur mon plan de courant fort. Donc là, je lui dis que ça concerne mes chemins de câble, éventuellement mes conduits, mais surtout mes raccords de chemin de câble et mes raccords de conduits. À quoi ils correspondent? À mon type de service, ici. Je mets ici type de service. Si c'est égal à courant faible, voilà, CFA, j'applique et je fais OK. Je l'ajoute à mon tableau ici. Je prends mon CFA, je fais OK. Et là, regardez, visibilité, j'en veux pas. J'applique et je fais OK. J'applique et je fais OK. Et là, il a disparu. Vous voyez, il est toujours dans le CFA, ici. Vous voyez, alors, je vais passer en bifilaire, ici. Vous voyez, je l'ai toujours ici, tac, tac, tac. Mais il a disparu, ici, du courant fort. D'accord? Et donc, pareil, en fait, il faut tout simplement faire la même chose pour la partie courant faible. Si je vous le fais ici rapidement, hop, modifier nouveau. Alors, encore une fois, je prends CFA, je le duplique parce qu'en fait, il n'y a pas de grosse différence. Je le renomme. Je l'appelle courant fort. Voilà. C'est toujours les mêmes éléments, c'est toujours les mêmes paramètres, mais par contre ici, courant fort. Courant fort. Appliquer. Et OK. Je l'ajoute. Courant fort. Et je le désactive. Appliquer. Et OK. Appliquer. Et OK. Et donc là, voilà, le chemin de câble qui était précédemment ici, il n'y est plus. OK? Voilà. Après, il y a plein d'autres subtilités, comme par exemple, voilà, créer un plan général dans lequel, en fait, on voudrait voir l'ensemble des chemins de câble. Mais allez, si je rajoute ici un petit filtre pour le courant fort, donc si j'ajoute ici le courant fort ici, je peux lui associer des couleurs. Voilà. Par exemple, je vais dire le courant fort, ce sera rouge. Voilà. Tac. OK. Appliquer. Et OK. Donc là, du coup, vous voyez, j'ai mon chemin de câble qui est courant fou, qui est rouge. Et si je le fais pour le courant faible, ici pareil, dans mon gabarit, hop, je vais dans les filtres, je rajoute mon filtre courant faible et je lui dis ça, je veux je sais pas, du bleu par exemple. Tac, tac. Après, on peut faire un remplissage, on peut faire des hachures, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, si vous sélectionnez un chemin de câble ici et vous dites ça, c'est du courant faible, et ben, il passe en bleu. Si vous dites ça, c'est du courant fort, c'est faux, et ben, non seulement il disparaît, mais en plus, il va aller se mettre en rouge dans l'autre plan. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ce qui va vous permettre vraiment de voilà, séparer la couleur des chemins de câble. Allez, j'avance un petit peu. On arrive là au troisième point. Donc, création de famille avec affichage de D3D. Donc ça, vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Alors pour ça, je vais ouvrir en fait un nouveau fichier de famille. Donc je vais créer en fait un nouveau fichier de famille. Donc je fais fichier nouveau famille. Alors moi je suis sur une version 2021. Je n'ai pas encore eu le temps de télécharger en fait les bibliothèques. Donc je vais aller chercher un peu plus lointain dans un Revit 2020 ma family template French ici. Et je vais prendre un modèle générique métrique sans hôte. OK. Je prends modèle générique métrique sans hôte. Voilà. Donc là, tout de suite, je cherche à mettre la catégorie qui m'intéresse, c'est-à-dire, j'ai dit que c'est un interrupteur, donc un dispositif d'éclairage. Ici. Attention d'ailleurs, quand on choisit ça, de bien mettre ici que c'est un type d'élément interrupteur. Voilà, ça, il faut bien le faire si vous voulez ensuite faire une gestion d'éclairage dans votre projet. Associer chaque luminaire avec un type d'interrupteur en particulier. Il faut vraiment faire ça, ce qu'on appelle en fait des systèmes d'interrupteurs. Allez, je fais OK. Et puis là, je suis sur la vue du dessus. Donc, si je veux dessiner un interrupteur, moi, je préfère me mettre sur une élévation avant. Voilà. Et pour avoir ce fameux niveau de référence qui m'indiquera en fait à quelle altimétrie je veux que mon équipement se fixe. Si je décide de mettre mon interrupteur à 1 mètre du sol, est-ce que c'est le dessus de l'inter? Est-ce que c'est le dessous de l'inter? Ou est-ce que c'est le milieu de l'inter?
bah, moi, je vais plutôt choisir le milieu de l'inter. Comme ça, je suis conforme aux exigences de la réglementation PMR. Alors, du coup, bah, rapidement, je vais faire un carré hein, de 8 cm par 8 cm. Alors, je vais le faire un peu dans un premier temps rapidement. Voilà. Donc, toujours, vous voyez, cliquer sur un bord pour changer la valeur ici. Donc, je vais mettre ici 80. Voilà. Je prends ici, je mets 80. Voilà. Toc. Je le déplace, tant qu'à faire. Donc, déplacer. Je vais prendre, par exemple, ce point-là avec celui-là. Et je réitère. Hop, je prends ce point-là. Alors, vous voyez, pour redescendre bien à l'horizontale, hop, contraindre. Enfin, la verticale, pardon, contraindre. Allez, hop, je prends ça. Vous voyez, même si ma souris part un peu en vrille, ça marche. Voilà, tac. Et mon épaisseur, on va prendre 1 cm. Voilà, pas plus. Je valide ici. Et voilà ma petite plaque d'interrupteur ici. Voilà, qui fait 8 par 8. Maintenant, allez, je reviens sur la vue avant. On n'a pas fini, il nous faut les boutons. Je vais faire un seul bouton. Petite astuce, encore une fois. Si je fais créer extrusion, je vais faire un décalage ici. Vous voyez, un décalage. Donc, imaginons que mon bouton, je veux qu'il fasse 4 par 4. Ça va me faire 20. Donc, je vais mettre ici un décalage de -20. -20. Et je vais reprendre ici le rectangle. Et je vais prendre en fait les deux angles. Hop, vous voyez, ici, tac. Il me fait automatiquement mon carré à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, bah, là, évidemment, début d'extrusion, je repars de 10. C'est la fin de ma plaque. Vers 10. Alors, je vais prendre 15. Je vais en prendre 5 mm. D'accord? Et 15. Voilà. Je valide ici. Et en 3D, qu'est-ce que ça me donne? Voilà, ça me donne un truc comme ça. Voilà. Donc, on va dire que c'est un bouton poussoir, en fait. Voilà. Je ne vais pas faire le pot pour gagner un peu de temps, mais l'idée, vous l'avez saisi. Donc là, je suis sur la vue du dessus, on est d'accord. Donc, voilà mon petit inter. Et maintenant, il va falloir que je crée mon symbole 2D. Alors, je vais fichier, ouvrir, famille. Alors, je l'avais déjà préparé juste pour que je puisse avoir une bonne taille. Alors, je vais le retrouver dans mon fichier webinaire, ici. Webinaire, ici, tac. Électrique, voilà, mon petit symbole. Voilà, donc, c'est ni plus ni moins qu'un symbole 2D hein, que j'ai créé. Alors, comment je l'ai créé? Juste pour vous montrer, j'ai fait fichier, nouveau, famille, et j'ai été chercher un élément de détail métrique. Alors, pareil, il faudra que je revienne ici en arrière pour aller chercher mon RVT 2020. Ici, family template, French. Et on a ici ce qu'on appelle un élément de détail métrique. C'est ce gabarit que j'ai utilisé pour faire de la 2D, d'accord? Et puis, bah, j'ai fait un rond, tout simplement, et puis une tige. Alors, attention, il faut que le rond, il ait une tangente ici qui corresponde, vous voyez, à l'intersection des deux plans de référence. D'accord? Donc, il s'appelle symbole SA, pas de problème. Et je vais du coup, maintenant, charger ce symbole ici dans ma famille d'interrupteurs que j'ai créé, donc dans ma famille 2. Voilà, je fais OK. Et on a ici voilà, le symbole qui est légèrement plus gros que la 3D, ce qui est logique parce que en vue 2D, l'interrupteur, voilà, il est tout rikiki, je ne pourrais pas le voir. Donc là, hop, je vais poser ici mon symbole. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Je vais créer des plans de référence. Alors, avec Revit, on n'a pas la possibilité de mettre une valeur négative. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un curseur qui me permettrait d'aller de gauche à droite avec une valeur négative en partant à gauche, par exemple, et valeur positive en partant à droite. Ce n'est pas possible. Donc, ou alors, il faut rejouer avec des formules, etc. C'est un petit peu complexe. Donc, je vous épargnerai aujourd'hui le sujet. On va plutôt ici créer des plans de référence. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je pose en fait deux plans de référence à gauche de l'inter, ici. Et puis, je vais créer un nouveau plan de référence plutôt à l'horizontale. Voilà, comme ça. Alors, vous allez comprendre quand je vais mettre les paramètres. Donc, je vais commencer par mettre un paramètre ici, entre ce trait-là et ce trait-là, qui va représenter en fait mon décalage vis-à-vis du mur. D'accord? Donc là, je prends la valeur, je fais créer un paramètre, et je l'appelle décalage, décalage mur. Voilà, décalage mur. Je le mets en l'occurrence, évidemment, parce que faut que je puisse en fait le faire varier dans mon projet. Hein. Voilà, décalage mur. Et puis ici, on va prendre une cote entre ça et ça. Voilà. Et celui-là, en fait, on va l'appeler décalage gauche, ici. Donc, je vais l'appeler DG. Voilà, DG. Voilà, DG, toujours en l'occurrence. Voilà. Et puis ensuite, on a entre ça et ça. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je le mets entre ces deux-là. Et ça, c'est le D droit. Décalage droit, en l'occurrence. Et OK. Alors, quand je mettrai un décalage à droite, il faudra sous-entendre que le décalage à gauche est nul. Donc, c'est-à-dire que je vais emmener ce trait-là ici pour que ensuite cette valeur-là puisse se décaler vers la droite et avoir mon décalage que je souhaite. D'accord? Si je veux un décalage à gauche, et ben, du coup, j'aurai un décalage à droite nul. Donc, ce trait-là va être confondu avec celui-là. D'accord? Et du coup, je vais pouvoir pousser.
Donc, si vous avez un petit peu suivi, ça veut dire que c'est ce plan-là qui bouge, en fait. Donc, il me suffit de prendre mon symbole ici, de le déplacer et de venir l'accrocher ici. Et je verrouille absolument les deux cadenas. Très important. Tac, tac. OK? Allez, on teste. On regarde dans les propriétés ici. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un décalage par rapport au mur de 0? J'applique. Tac. Ça marche. Je remets 150 pour l'exemple. Si je veux me mettre à droite, c'est-à-dire qu'à gauche, j'ai 0. Donc à droite, je vais laisser les 372 là. Paf. Il a bien glissé à droite. Maintenant, c'est l'inverse. Je veux me mettre à gauche. Donc si je mets à gauche, je ne veux rien arriver à droite. Et puis là, je vais mettre par exemple 250. Voilà, il est bien parti à gauche. Et puis si je veux aucun décalage, 0 et 0, j'applique. Et on a notre élément qui vient se greffer sur le symbole. Donc, OK. Donc ça, c'est plutôt, voilà, plutôt pas mal. Il y a juste un petit truc maintenant, parce que changer les valeurs numériques, ça peut être bien, mais ça peut être moins bien. Donc, je vais revenir ici. Je vais mettre une valeur, donc 500 à droite. Décalage mur, je vais mettre 650. Et puis décalage à gauche, je vais mettre 850. Pour que ça fonctionne, hein, dans l'exemple, il faut que le décalage gauche, ici, soit plus supérieur au décalage droite. Pour que comme ça, vous ayez en fait bien vraiment les différents plans de référence qui soient en fait visibles. OK? Alors, regardez ce qu'on va faire. Parce que finalement, c'est ce plan-là qui m'intéresse. Donc, celui-là, en cliquant dessus, vous regardez à droite là, on a la référence. Et c'est écrit référence moins importante. Et bien, je veux dire que ça, en fait, ça, c'est une référence importante. Ici. C'est une référence importante. D'accord? Comme ça, je vais pouvoir jouer sur celui-là. Celui-là, je vais lui dire que c'est pas une référence. Ça, je vais dire que ce n'est pas une référence. D'accord? Donc, celui-là et celui-là, en fait, quand je vais le charger dans mon projet, je n'aurai pas les curseurs qui vont avec. D'accord? Celui-là, c'est une référence aussi. Hein, c'est une référence importante parce que j'ai besoin de le faire varier par rapport à mon mur. Voilà. OK? Et du coup, celui-là, il faut aussi que je le fasse bouger pour que je puisse avoir suffisamment de latitude pour ce plan-là. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, allez, on va tester ça. Je vais ici je vais mettre 0, je vais mettre 0 et je vais mettre 0. Alors, vous allez voir qu'en fait, si je fais ça, tous les comment dirais-je, tous les plans de référence sont confondus. Donc, ce n'est pas forcément évident à faire varier. Donc, c'est pour ça que je mets des fois une petite valeur, toute petite. Hein. Donc, par exemple, décalage mur, je vais mettre 1. Vous voyez, je vais avoir un tout petit décalage. Et décalage droite, je vais mettre 1 ici et décalage gauche 2. Voilà, je fais juste un tout petit décalage, vous allez comprendre pourquoi. Ça me crée en fait des petits doublons. Voilà, vous allez voir. Et quand je vais charger ça dans le projet, ici, voilà. Donc là, je suis dans du courant alimentation. Je vais positionner par exemple sur cette cloison-là. Alors, vous voyez, je vais me poser sur la cloison et je fais espace. Tac, il tourne. Et, alors, je vais oublier de mettre une symétrie, je vais mettre 1 mètre. Donc, hop, je fais espace, je le pose. Et regardez, du coup, j'ai bien mes deux petites poignées. Donc, si je lui dis, ça, je veux le décaler du mur de X, et vous voyez, en fait, j'ai la valeur ici qui s'est changée. D'accord? Et là, pareil, si je veux faire varier, alors, j'ai peut-être pas mis assez de déplacement. Alors, vous voyez, ça, c'est le curseur gauche qu'il faut que j'enlève, qu'il faut que je décale. Vous voyez, ça me permet d'avoir, en fait, la fameuse latitude. Et puis après, hop, vous voyez, je peux m'amuser avec ça, quoi. Donc, ce qui est cool, c'est que si je prends ça, je le copie, et je remets un autre, par exemple, à côté. Donc, on va le faire correctement quand même. On va essayer d'aligner les éléments. Alors, je vais le pousser un petit peu parce que du coup, je crois que voilà. Et donc, je vais l'aligner en faisant modifier ici. Donc, j'aligne, par exemple, ça avec ça. Là, voilà. Donc, ils sont bien côte-côte. Là, on voit bien que les symboles, ils sont un petit peu télescopés. Donc, pas de problème. Hein, je prends ça. Hop, je décale un petit peu. Voilà. Et puis après, je peux prendre celui-là. Donc, pareil, vous voyez, je prends la flèche ici que je viens décaler ou que je viens ici remonter. Voilà. Et vous voyez, tac. Et on a bien, du coup, nos deux symboles. Alors, vous pouvez avoir des fois, vous voyez, visuellement, des trucs qui ne sont pas très jojo quand vous êtes trop proche. Petite astuce, gérer ici, paramètres électriques. Et ici, dessiner les lignes cachées MEP. Vous décochez ça. Vous allez voir, tac. Vous faites OK. Voilà, c'est beaucoup mieux quand même. Vous voyez. Et là, hop, je sélectionne ça, vue 3D.
Toc. Et là, j'ai bien, vous voyez, mes deux inters qui sont bien côte-côte. Paf, paf. Bon, normalement, on met on va plutôt mettre une petite plaquette là, qui prend les deux, mais bon, voilà, dans l'exemple. Et donc, si je reviens sur mon plan, et que cette fois-ci, je prends. Ah, je ne suis pas exactement mis dans le mur. Bon, je vais les décaler. Je vais les décaler pour que ce soit joli. Modifier. Donc, je prends aligner, je prends ça avec ça. Tac. Et puis ça avec ça. Voilà. Donc, imaginons que maintenant, j'ai un interrupteur que je souhaiterais copier. Voilà. Et celui-là, je le mets à 1,10 m. Voilà. Mais que je veux quand même le positionner exactement au-dessus de son frère, entre guillemets. Bah là, on se retrouve avec deux symboles côte à côte. Voilà. Et c'est là que je vais pouvoir en fait déplacer mon petit symbole comme ça. Et donc là, visuellement, j'ai l'impression d'avoir que deux inters, mais non, j'ai bien mes trois symboles. Et du coup, sur ma 3D, voilà, on a bien ici les trois. Donc si je souhaitais après m'aligner pareil, ça avec ça, tac, voilà. Et donc du coup, sur mon plan, on a bien les trois symboles et on a ici les trois objets qu'on voit indirectement. D'accord? Donc, moi, ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'était vraiment cette notion de petit curseur. Moi, je la trouve plutôt intéressante parce que souvent, on a des objets qu'il faut décaler plutôt avec des valeurs numériques. D'accord? Et bien là, moi, avec les curseurs, voilà, vous pouvez en fait jouer vraiment au millimètre près sans avoir à essayer de jouer, appliquer voilà, la valeur, etc. Voilà, donc ça, c'était le petit exemple sur la création de TU. Vous allez voir, vous avez vu, c'était quand même assez rapide. Quand on connaît un petit peu la position des comment dirais-je, des plans de référence à mettre en place. Allez, j'enchaîne avec l'implantation de familles sur la maquette, sans hôte et une avec hôte. Donc là, on vient de voir celle qui était sans hôte, hein, vous avez vu. Ah oui, petite subtilité que je voulais vous montrer aussi. Vous voyez, si je mets en fait un interrupteur, celui que je viens de mettre, mais que vous souhaitiez mettre en fait sur une cloison en biais, bah, posez votre souris sans cliquer, vous faites espace, et vous voyez, en fait, il prend automatiquement en fait, l'angle. Ça, c'est plutôt pas mal. Pareil, si vous avez un arrondi, vous posez votre souris, vous faites espace, et là, vous allez voir qu'en fait, il va suivre. Si c'est un arc de cercle, il suit correctement le truc. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors maintenant, si je mets un luminaire, ici, je prends un luminaire, on voit qu'est-ce qui me dit que c'est un luminaire qui est doté d'un hôte. Vous voyez, je ne peux pas en fait le mettre où je veux. Bon. Alors moi, en fait, dans ces cas-là, comment on fonctionne? Comme c'est un hôte par face, je vais basculer sur une élévation, ici, d'accord? Je vais faire un plan de référence, ici, donc grâce au bouton ici, plan de référence. Et puis, je vais tirer un plan de référence ici. Alors, vous voyez, je ne vais pas forcément tracer une ligne de bout en bout de mon projet, mais je vais juste créer en fait une ligne, et au niveau de cette ligne, je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, faux plafond, rez-de-chaussée à 2,50 m. Voilà. Donc là, je vais me mettre à 2,50 m. Peut-être le prolonger. 2,50 m. Donc là, vous voyez, je vais cliquer dessus. Et là, j'ai la valeur ici. Et je vais mettre 2500. 2500. OK? Alors, comme c'est un plan de référence, il est infini dans l'espace. Vous voyez, il continue en fait à l'infini. Donc, ce n'est pas parce que je l'ai mis juste ici que je vais pouvoir monter mon matériel ici. Non, non, rassurez-vous. Donc là, si je reviens sur mon niveau 0 alimentation, je vais chercher du coup mon fameux luminaire qui me dit bah, il faut que tu me choisisses une face verticale ou une face horizontale, ou alors ici, vous voyez, un plan de construction. Et là, c'est ça qui va m'intéresser. Je prends le plan de construction et je lui dis ici, plan de placement, et ben ça va être mon plan de placement du faux plafond rez-de-chaussée à 2500. Voilà. Et là, regardez, en fait, je peux le positionner où je veux sur mon plan. Hein, ce que je rappelle, c'est un plan de référence, il est infini dans l'espace. Voilà. Et donc là, bah, si je suis à 2,50 m et je veux mettre mes luminaires ici, il n'y a pas de problème. Voilà. Tac. Je les mets un peu à l'arrache. Hop. Donc, on va en mettre un ici, à peu près, et ici. Et qu'est-ce que ça nous donne? Bah, ça nous fait que quand je prends ici ma 3D, hop, on a bien ici nos luminaires. Alors, ils sont inversés parce que ça dépend comment ils ont été dessinés à l'origine. Mais voilà, ils sont bien situés, voyez, à une altimétrie de 2,50 m. Donc, j'ai pu contourner le fait que cette famille-là m'imposait un hôte. Or, dans la maquette que je reçois de la part de l'archi, je n'ai pas ce qu'il me faut comme, en termes de hôte. Eh ben, je peux le faire du coup en faisant un plan de référence. Mais attention, la petite subtilité, c'est non seulement de le tracer, mais surtout de lui donner un nom explicite. C'est-à-dire, je lui dis que c'est le faux plafond
du rez-de-chaussée, mais aussi son altimétrie, parce qu'on pourra avoir plusieurs hauteurs de faux plafond dans le projet. On peut avoir pardon, 2,50 m, 2,70 m, 3 mètres, 3,10 m, etc. Et donc, en fait, vous aurez tous vos lignes en fait, qui vont se superposer ici en fonction des différentes hauteurs de faux plafond. Mais en aucun cas, vous allez polluer en fait ici vos élévations dans votre projet. D'accord? Donc voilà, ça c'était la petite subtilité. D'accord? Alors, ouais, alors salut Johan, j'espère que ça va. Alors tu disais l'inter sur la cloison disparaît. Si l'archi bouge son plan ou s'il reste dans le vide. Eh ben, en fait, comme l'inter, on l'a mis sans hôte, tu n'es pas bloqué par rapport à ça. D'accord? Si l'archi enlève la cloison, et ben, toi, ton objet, il restera fixé en lévitation, entre guillemets, il sera du coup au milieu de nulle part. Mais il sera toujours là. C'est vrai que si tu utilises une famille avec hôte et tu viens positionner sur la cloison, si l'archi enlève la cloison, et ben, il n'y a plus de, on va dire, il y a plus de réceptacle, entre guillemets, de l'objet. Et donc, du coup, il se supprimera aussi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, et la mise en plan, bah, du coup, la mise en plan, vous allez voir, c'est assez simple. Je voulais juste, en fait, vous montrer une petite subtilité quand on fait des plans. Et je voulais juste que vous fassiez gaffe un peu à ça. Regardez, imaginez que donc, les plans se gèrent dans la partie feuille. Si vous faites un clic droit à une nouvelle feuille, ici. Donc, vous avez par défaut en métrique à 1. Après, en fonction de vos gabarits, vous pouvez avoir plusieurs tailles de papier. Euh, Avant de positionner une vue en fait, sur la feuille, il faut d'abord la cadrer. D'accord? Donc, pour cadrer une vue, c'est assez simple. Vous avez ici les cases, cadrer la vue. Donc, je coche ici cadrer la vue. Je coche zone cadrée visible. Et vous allez avoir en fait un cadre ici qui s'affiche. Il vous suffit du coup de réduire ça. Tac, comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Tout simplement. Donc là, vous réduisez. Vous lui associez une échelle. Par exemple, ici, je suis à 1 centième. Pas de problème. Et donc, sur ma feuille, je reviens à ça. Je reviens sur ma feuille et après, je prends mon niveau 0 CBC. Je fais un cliquer glisser tout bonnement. Vous voyez, et hop, je viens poser en fait mon plan sur la feuille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, si vous souhaitiez refaire une nouvelle feuille, toujours avec du métrique à 1, et que vous souhaitiez, pour une raison X ou Y, remettre le niveau 0 CFO, il vous mettra un message d'erreur. Ça peut être le cas si jamais vous voulez mettre votre plan sur un plan au centième et sur un autre plan au cinquantième, bah, vous voyez, vous ne pouvez pas mettre la même vue. Ça veut dire qu'en fait, vous devrez obligatoirement ici, prendre cette vue-là, la renommer. Je fais F2. Je la renomme et je lui dis que ça, c'est mon échelle au 1 centième. D'accord? Et je serai obligé du coup de faire un clic droit, dupliquer la vue, dupliquer. Et là, je la renomme ici en lui disant ça, c'est mon 50e. Et le fait d'avoir en fait créé ces deux éléments-là, ils ont changé de nom. Donc là, évidemment, si je dis que ça, c'est du 50e, il faut que je dise que ça, c'est du 50e. Voilà. Et donc, du coup, dans ma deuxième feuille, si je prends mon 50e, je le glisse. Alors, évidemment, il est 2 fois plus grand. Mon papier, lui, n'a pas bougé. Voilà. Donc, vous voyez, mon plan est 2 fois plus grand. Mais vous voyez, je peux mettre un plan au 1 cinquantième et un plan au 1 centième sur deux feuilles différentes, mais attention à bien dupliquer. Alors, vous avez dû voir, je l'ai fait rapidement. Mais si vous prenez une étiquette, alors je prends une étiquette rapidement à noter. Étiquette par catégorie, je mets une étiquette ici, par exemple. Voilà. Regardez, si je fais clic droit ici sur la vue et je fais dupliquer la vue et je fais dupliquer tout court, il va me mettre une copie et vous voyez, l'étiquette a disparu. Attention, faites gaffe à ça. Par contre, si je refais clic droit ici sur la vue de départ avec mon étiquette, je fais clic droit, dupliquer la vue avec les détails. Donc là, j'envoie une copie 2. Là, cette fois-ci, vous voyez, j'ai bien mon étiquette. Donc, si vous devez dupliquer des vues, pensez à faire dupliquer avec les détails, sinon vous êtes parti pour remettre vos étiquettes sur les plans. Ce n'est pas forcément le plus idéal. Donc, attention, quand vous dupliquez, dupliquez avec les détails. Ça, j'insiste là-dessus, c'est important. Et puis, un dernier point ici sur dupliquer en tant que vue dépendante. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, c'est si jamais vous avez des plans qui sont de très, très grande taille et que vous ne pouvez pas mettre sur un seul plan la totalité, sur une seule feuille, la totalité de votre plan. Vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle des vues dépendantes et du coup, ça va vous permettre ici, vous voyez, de créer en fait une vue dépendante. Et donc, si je le fais 2 fois, dupliquer en tant que vue dépendante, voilà, donc je vais avoir 2 vues dépendantes ici, vous voyez. Et donc, si je prends la vue dépendante 1 en disant que ça, du coup, ça sera ma partie gauche de mon bâtiment, vous voyez, tac. Et ici,
La dépendante 1, c'est plutôt la partie droite ici de mon bâtiment. Ce qui fait que vous aurez, alors je peux même réduire ça comme ça, tac, voilà. Ce qui fait que vous avez toujours votre vue principale ici sur laquelle vous allez travailler, d'accord? Vous allez toujours tout dessiner, mettre vos étiquettes, etc. Et vous aurez du coup la dépendante 1 et la dépendante 2 du coup qui suivront. Et du coup, vous pourrez mettre dans le plan, dans votre feuille en question, la partie qui vous intéresse en fonction de l'échelle. Voilà. Il y a plein d'autres sujets, hein, effectivement, quand on parle de Revit, notamment Alec, il y a une notion de nomenclature, il y a les exports, toutes ces choses-là. Et ben, ce sera du coup le sujet d'un futur webinaire, parce que là, on arrive au bout. J'ai débordé de 10 minutes. Normalement, on essaie de se caler à 1 heure. On fait de 9 à 10. J'ai peut-être un peu trop parlé, ou j'ai peut-être été trop ambitieux sur les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça a été clair, que je n'ai pas été trop vite. Sachez que de toute façon, il y aura d'autres webinaires à venir, hein, rester à l'affût avec Atlancad. Regardez aussi, hein, sur YouTube, c'est des webinaires qui sont du coup enregistrés et qui seront remis sur YouTube, donc vous pourrez les revoir, les voir et les revoir, comme on dit à la télé, autant de fois que vous souhaitez, refaire les petits exos. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça éclaircit éventuellement des points qui vous paraissaient un petit peu obscurs. En tout cas, voilà, merci Rodolphe si ça a été clair. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une très bonne après-midi. Il est déjà 10 heures. Alors après, Johan, je ne sais pas quoi te dire. Johan et Commis, est-ce que tu es plutôt bon après-midi ou bon matin? Parce que là où tu es, je crois qu'il y a un peu de décalage horaire, je crois. Bonjour, ok, ouais, ça marche. Ah oui, ah, ok, 5h12. Ok, et ben, bon petit-déj alors, du coup, Johan. Bon petit-déj. Bon, bah, très bien. Allez, bah, merci à tous en tout cas. Et à très bientôt. Et si vous avez des petites questions, je vois Johan là qui me posait une question. Vous pouvez me faire un petit email, et puis ou Johan, tu as mon numéro de téléphone, ou fais-moi un mail, hein, je vous redonne le mail. Donc c'est h.cashbal, donc h.kachbal @atlancad.fr. En tout cas, au pire, on pourra vous mettre ça peut-être sur la description de la vidéo quand on la mettra en ligne. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Je vous souhaite encore une fois une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.